Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission L'Afrique et le monde, encore une fois pour un tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous allons pour ce vendredi rester dans la sous-région et parler principalement de cette décision inattendue survenue avec la junte malienne qui, via un décret, a décidé de fixer le cours de la transition à 2 ans pour compter du 26 mars 2022. Une décision qui vient quelque peu couper l'herbe sous le pied de la CEDEAO qui tarde à prendre une décision quant à cette fameuse transition malienne. Et pour commenter cette actualité, j'ai avec moi, comme pratiquement tous les vendredis, Morgana Sogba-Mentonji, consultant, analyste géopolitique. Bonjour. Bonjour. En face, Hamzat Abdoulaye, analyste politique et consultant en relations internationales. Bonjour téléspectateurs et merci pour l'invitation. Voilà, comme nous l'avons initié il y a quelques semaines, nous allons peut-être commenter une image, un fait d'actualité avant. Avec l'aide de la régie, vous me direz qui vous avez identifié sur cette photo. Et qu'est-ce que cette photo vous évoque? Atiku, et en fait, cette photo évoque déjà le duel présidentiel entre le PDP et le parti au pouvoir du président Bouhari. Donc c'est le nouveau challenger. Et je pense que cette image illustre en fait la bataille qui sera très rude en 2023 parce que on a la représentativité de deux personnes issues du Nord. Or, les accords tacites incluaient en quelque sorte des candidats qui devraient être plus du Sud, surtout quand ils sont favoris. Voilà, oui, donc, si on revient sur l'image, en bleu, on a Atiku Abubakar, l'ancien vice-président du Nigeria, donc de 1987 à 2003. Voilà, une vieille mastodonte qui a gagné les primaires pour le compte du parti d'opposition, le PDP, People Democratic Party. Et en face, on a l'ancien maire de Lagos, Bola Tinubu, le faiseur de roi, ancien gouverneur de Lagos. Merci, le faiseur de roi, parce que c'est ceux qui ont bataillé pour que le président Bouhari vienne au pouvoir, qui a gagné la primaire du parti au pouvoir, le APC, All Progressive Congress, qui a défait pour ces primaires-là le vice-président actuel du Nigeria, le docteur Osinbajo. Voilà, donc on peut se dire raisonnablement que le prochain président du Nigeria est sur cette image. Un commentaire? Oui, je dirais simplement que lorsque vous regardez cette image et que vous avez eu l'opportunité d'écouter l'un des acteurs, sinon les deux, vous vous rendez compte que pour monsieur Tinubu, c'est comme si le tour de prendre le pouvoir était déjà une sorte d'héritage. Il dit c'est son tour. Et il n'expose pas forcément un programme, il n'est pas forcément dans une certaine dynamique, il n'a pas forcément un projet qu'il veut vendre, mais il estime que ce n'est pas une question de projet à ce niveau, mais c'est une question de légitimité. Et là, ça ramène un peu le niveau de la démocratie à un niveau primaire. Vous vous rendez compte aussi dans les propos tenus de pas et là qu'il s'agit beaucoup plus d'ethnie, il s'agit beaucoup plus de considérations religieuses. Et là, vraiment, on se pose des questions. On se pose des questions sur le niveau d'évolution de la démocratie, aussi bien au Nigeria que dans notre contexte africain. Et on espère qu'ils ne vont pas rester dans ce discours dans leur comportement. Parce que s'ils doivent rester dans ce discours dans leur comportement, ça veut dire que probablement on n'a pas forcément la disposition d'esprit, comme que ce soit de l'un ou de l'autre côté, qu'il faille à un moment donné laisser place à toute cette prétention. Voilà. Que c'est pas aussi certain qu'on gagne forcément les élections, parce que ce soit lui ou son vis-à-vis, la dynamique est bel et bien presque la même. Mais voilà. J'ajouterais aussi en disant que cela montre aussi quelque part que le Nigeria évolue dans le processus électoral mieux que les autres États africains. Mieux dans la mesure où on voit que Bouhari ne se représente pas pour un troisième mandat et on voit que ces deux candidats à l'image...
bon, La il Constitution ne a pouvait fixé, pas, mais on a vu au préalable où, enfin, dans l'histoire des histoires, enfin, des États africains, que malgré que la Constitution institue un certain nombre de temps ou d'années à faire, les chefs d'État dépassaient ces délais. Donc, il a respecté la Constitution, ce qui est un effort salutaire. Et ensuite, ces deux présidents à l'image, ou plutôt ces deux futurs candidats à l'image, montrent aussi en quelque sorte que le Nigeria est passé par la voie des élections primaires, ce qui est une évolution salutaire. Donc, non, le Nigeria l'a toujours fait, c'est une tradition. Oui, c'est une tradition au Nigeria. Par rapport au respect du mandat, je pense que c'est aussi déjà devenu une tradition. En fait, c'est tellement devenu une tradition que ce serait bien que les autres puissent le copier, même si c'est un peu, je vais dire, abusé de copier le Nigeria de cette façon. Mais ça prouve quand même que l'évolution au niveau des échéances politiques et électorales au Nigeria est très, très, très élevée. Voilà. Bon, de toute façon, on verra bien ce que ça va donner dans quelques semaines. Ce ne seront pas les seuls candidats, parce qu'il y a d'autres partis qui vont certainement proposer. Maintenant, la prochaine étape, c'est de trouver leur colistier, parce que et d'éviter de tomber aussi dans le vide ethnique, parce que Atiku, il représente le nord, Tinubu représente le sud. C'est toujours difficile au Nigeria. C'est toujours difficile, mais tacitement, c'était inscrit dans les petits papiers qui, après un président issu du nord, il fallait qu'on puisse élire un président issu du sud. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, nous allons aborder notre thème principal du jour. Cette décision, ce décret qui est venu mettre l'organisation sous-régionale devant le fait accompli. Ce sera 2 ans de transition au Mali. La junte malienne a pris cette décision de fait et quelque peu venu surprendre la CEDEAO qui a pris acte de la décision via un communiqué, mais qui regrette quand même le timing de cette décision. Maintenant, on sait qu'après le sommet d'Accra, le prochain sommet est prévu pour le 3 juillet 2022. Que fera la CEDEAO face à cette prise de décision du pouvoir malien? Est-ce que on est parti pour le statu quo? Moi, je pense qu'on est parti en tout cas pour écouter les Maliens. Jusque-là, ça ne se faisait pas. En tout cas, dans les faits, on ne sentait pas que le Mali était écouté, que les Maliens, le peuple malien était écouté. Et je ne trouve pas que c'était imprévu. Je pense que déjà avec le médiateur, c'était déjà dans les petits papiers que la transition pourrait prendre 24 mois. Donc, ça confirme ce qui était dit. Bon, ce qui se disait à Accra, c'était on a 16, on parlait de 16. Et d'ailleurs... Qui parlait de 16 ? C'est l'autre côté qui parlait de 16, mais les Maliens... Oui, je pense que les Maliens ont proposé entre 16 et 18. Les Maliens ont proposé, je pense que les Maliens ont proposé on coupait la part en deux, on proposait 18. Alors de quoi il était question? Il était question de 16 à 5 ans. C'était un délai qui était fixé. Les Maliens ont coupé la part en deux en prenant 2 ans pour régler leurs problèmes à l'interne, pour solidifier les institutions. Donc, je pense que ce décret a un impact sur 2 volets. Le volet juridique et le volet politique. Juridiquement, il faut combler le vide, il faut remettre les institutions en place. Il faut pouvoir aller aux élections en suivant une transition normale, coordonnée, en impliquant bien entendu les partis politiques, les institutions civiles et tout ce qui a, tout ce qui mouvemente la vie politique au Mali. Ensuite, de l'autre côté, ça a aussi un impact politique dans la mesure où on se rend compte que le Mali a plus besoin de se renforcer politiquement. Et pour ce faire, on a besoin du temps. Le Mali a besoin du temps. Se renforcer politiquement, évidemment, rejoint la thématique sur l'économie. On sait que l'économie malienne aussi est plus ou moins à terre. Donc, le renforcement politique entraînera un renforcement économique. Mais ça, c'est progressif. Ils ont besoin du temps. Et ces 24 mois, pour moi, sont salutaires. J'espère, en tout cas, que lors du prochain sommet, la CEDEAO va pouvoir entendre la voix des Maliens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la CEDEAO. D'où ma question. La CEDEAO ne peut plus rien faire. Ils ont décidé que ce sera 2 ans. La CEDEAO, en bombant le torse, s'est affaiblie.
Donc, ils vont devoir s'aligner sur ce décret, puisque c'est un décret qui est déjà pris et c'est acté, point final. Donc, ils vont devoir s'entendre sur cela, et peut-être c'est certain pour tout et contour de ces 24 mois qui pourront être discutés. Sinon, dorénavant, je pense que la CEDEAO soit va mettre fin aux sanctions, soit essayer de remettre le Mali sur l'échiquier régional. Oui. Oui, déjà, il faut commencer par dire que cette décision du président Goïta, par décret, est totalement logique lorsque vous observez les comportements des deux parties. Vous savez, l'un des objectifs de ce sommet était vraiment, l'un des objectifs majeurs, c'était la question du Mali. Oui. Il fallait se prononcer dessus. Et il y avait déjà des perspectives, des démarches qui semblaient concilier les deux parties, qui est la manifestation de l'intérêt du Mali à avoir M. Faure Gnassingbé comme médiateur. Parce qu'ils ont estimé que celui-là bénéficiait suffisamment de crédibilité. Et la ou démarche... peut-être que celui-là épousait peut-être était plus favorable à eux que vous savez, Jonathan. Il ne s'agit pas de plus favorable ou pas lorsqu'on veut choisir un médiateur. Que vous le vouliez ou non, le président Faure fait partie de la CEDEAO et j'estime qu'en tant que membre de la CEDEAO, il fait partie de ceux qui ont pris la décision pour sanctionner le Mali. Et donc, il est totalement d'accord que cette façon de fonctionner n'est pas à ériger en mode opératoire de fonctionnement, la façon dont la junte a pris le pouvoir. Mais de l'autre côté, il a pu quand même trouver suffisamment de crédibilité aux yeux de la junte parce qu'il semble comprendre la nécessité de ne pas forcément renforcer cet état de sanction. Et ça, je pense que c'est normalement l'opportunité rêvée pour la CEDEAO si sa dynamique est effectivement d'accompagner les différents États et de les aider à sortir de crise. Donc vous vouliez que la CEDEAO désavoue quelqu'un qui l'a nommé? Il ne s'agit pas de désavouer, il s'agit de regarder le résultat. La CEDEAO a nommé Monsieur Goodluck Jonathan, dont l'expérience et l'expertise n'est pas à remettre en cause pour servir de médiateur. La question du Mali traîne depuis des mois. Et lorsque vous comptez le nombre de mois, vous vous rendez compte que même cette question de la durée de la transition est en train, la discussion autour de cette question est en train de prendre plus de temps même que la transition qui va être proposée. Si vous ajoutez 4 à 5 mois aux 16 mois dont la CEDEAO est en train de parler, vous vous retrouvez à 20, 21, 22. Et donc, je me dis quoi? Si, malgré l'expertise du médiateur, il n'est pas dans la logique de crédibilité qui lui permet de travailler, il faut changer. De toute façon, c'est pas lui qui décide, c'est les chefs d'État qui décident. Oui, c'est pas lui qui décide. On va lui mettre tout sur la tête. Lui va discuter. Il ne s'agit pas de mettre tout sur la tête du médiateur qui a été choisi. Il s'agit de quoi? Vous savez, pour discuter ou pour ramener les parties à la table de négociation en principe de médiation, il faut avoir de la crédibilité aux yeux des deux parties. Jusque-là, il s'est avéré, lorsque vous observez la réaction du Mali, que le Mali n'accorde pas de la crédibilité au médiateur Goodluck Jonathan, sur la base des faits. Si le Mali n'accorde pas de crédibilité au médiateur Goodluck Jonathan, il ne peut pas servir de médiateur de façon effective. Ça veut dire, même dans sa capacité à aller rencontrer les autorités maliennes, il y a déjà un problème. Et donc le Mali, du moins la CEDEAO, trouvait en regardant du côté du président Faure, l'opportunité de faire avancer davantage les négociations. Ce qu'ils n'ont pas voulu saisir. Et là, automatiquement, vous avez vu, ça a été fait ipso facto, lorsqu'ils ont confirmé Monsieur Goodluck Jonathan comme médiateur, et ils ont dit qu'ils vont en reparler plus tard. Non, c'était pas l'accueil, c'était même pas l'ordre du jour, c'est-à-dire confirmé ou infirmé. Oui. Parce que peut-être qu'on se trompe sur un fait, là, les Maliens n'ont pas souhaité le président Faure comme médiateur. Les Maliens ont souhaité que le président Faure porte leur voix à eux. Ils n'ont pas imposé à la CEDEAO de changer de médiateur. C'était pas une imposition. Oui. Vous savez, il y a des non-dits qu'il faut apprécier. Le problème aujourd'hui, c'est celui qui va servir de lien pour faciliter les discussions autour de la table de négociation. Et cette personne doit avoir la capacité de comprendre les deux parties.
il s'est avéré jusque-là que le médiateur Goodluck Jonathan ne comprend pas forcément, d'après le comportement de la junte, la position de la junte. Oui. Ne comprend pas, on n'accepte pas. N'accepte pas. Je ne vais pas dire n'accepte pas parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il en pense, mais je sais au moins qu'il ne comprend pas. Alors qu'il faudrait qu'il comprenne pour pouvoir faire avancer les négociations. Et vous avez vu la junte manifester l'intérêt. Lorsqu'on parle de porte-voix, ça veut dire déjà que cette personne bénéficie d'une certaine crédibilité. Oui, ça c'est... Et donc, dans les faits, cela aurait été bien qu'on puisse permettre à cette personne qui bénéficie de cette crédibilité de continuer les discussions ou de faciliter les discussions. Il ne s'agit pas de mettre de côté M. Jonathan. Ah oui, ça revient au même. Et donc, ici, le problème, c'est que M. Goïta prend ce décret et reste dans la dynamique dans laquelle le Mali s'inscrit depuis. Et là, c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO se retrouve face à deux options. Première option, soit, comme mon confrère l'a dit, on accepte d'accompagner le Mali parce que le Mali n'est pas... De toute façon, quand vous lisez le communiqué, c'est déjà acté. Tout ce que la CEDEAO demande, un chronogramme précis. Donc, ça veut dire qu'on est déjà passé à autre chose. Le communiqué est clair. C'est-à-dire qu'on regrette la décision, on attend qu'un chronogramme de cette transition soit publié pour qu'on en sache un peu plus. Donc, je suppose qu'on est déjà passé à autre chose. Non, si c'est précisé, parce que nous n'allons pas rester dans les suppositions. Non, si c'est précisé que la CEDEAO est passée à autre chose et qu'elle accepte... Le communiqué, en tout cas, parle de chronogramme. Oui, le truc, c'est que si le communiqué parle de chronogramme, il n'y a plus nécessité de s'asseoir et de discuter encore de la durée de la transition. Le 3 juillet. Le 3 juillet, oui. Donc, ce n'est plus nécessaire. Bon, c'était ce qui était à l'ordre du jour au sorti du sommet d'Accra. Voilà. Peut-être que l'objet va changer. Va changer. Ce serait bien que l'objet change. Parce que si ça reste dans la même dynamique, ça veut dire que la CEDEAO prend acte. Parce que prendre acte ne signifie pas qu'on accepte. Prendre acte signifie on tient compte de ce que vous avez fait et on va prendre nos dispositions pour répondre à cet acte que vous avez posé. Et je pense que la CEDEAO, ici, n'est pas forcément d'avis, puisqu'elle a passé tout son temps à négocier pour qu'on n'aille pas au-delà de 16 mois en matière de transition. Voilà. Ma prochaine question concerne ce qui a quelque peu fuité du sommet d'Accra, où peut-être le front du Nord serait campé par... les pays anglophones. Le seul pays francophone dont on a cité le nom, c'est le Niger. Donc le Ghana et le Nigeria ont peut-être été les plus teigneux pour réclamer des garanties claires du pouvoir malien. Quand on lit entre les lignes, c'est certainement ces pays-là qui ont peut-être fait capoter, on va dire, qui ont essayé de faire capoter en tout cas la prise de décision au niveau de la CEDEAO à Accra le week-end dernier. Alors, qu'est-ce qui explique que ce soit ces pays-là? Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? Alors, si cela s'avère juste, que ce soit effectivement le Niger... Bon, le Niger, on comprend, le Niger n'a jamais été... Le Nigeria et le Ghana. Pour le Niger, vous venez de le dire, le Niger, on peut comprendre cette prise de position. Ce n'est pas nouveau, le président Bazoum a toujours été clair par rapport à ça. Quant aux deux pays anglophones, je pense qu'ils sont dans une certaine dynamique où ils en ont plus ou moins marre de ce qui se fait au sein du système, c'est-à-dire on prend tous position et à la fin on n'applique pas les règles qu'on s'est fixées. Donc je ne vais pas anticiper enfin, est-ce que c'est une décision? Ce n'en est pas une, mais c'est des on-dit que je ne vais pas forcément m'aventurer sur ce terrain. Mais je pense que c'est normal, au sein d'un conseil régional, au sein d'une structure régionale, c'est normal que toutes les voix ne soient pas unanimes par rapport à des sujets aussi clivants. Mais je pense qu'il faut aussi que l'Afrique ne manque pas le coche, surtout la CEDEAO. Il ne faudrait pas que la CEDEAO rate le coche de l'histoire, parce qu'une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont en train de réécrire d'une certaine façon l'histoire. Donc il ne faudrait pas
que les États comme le histoire? Nigeria, justement. Je parle de l'histoire commun liée surtout à l'évolution de la gestion politique de ces États. Donc, il ne faudrait pas... Oui, pour le moment, on a des militaires au pouvoir. On a des militaires, mais des militaires qui oui. pensent aux intérêts de leur peuple. C'est ce que tout le monde dit. C'est pas ce que tout le monde dit, c'est factuel. Je ne me suis jamais rappelé d'un coup d'État où un militaire a pris le pouvoir et a dit le contraire. La junte malienne a fait quoi? La junte malienne a fait un coup d'État, d'accord? Oui. Ensuite, deux coups d'État. A fait 2 coups d'État, c'est factuel aussi. Oui. Mais derrière ces 2 coups d'État, la junte militaire au Mali a émis des calendriers ou un calendrier précis par rapport à ce qui doit arriver durant ce laps de temps. Donc, quand on critique les 24 mois, on n'essaie pas de voir le contenu. Nous ne critiquons pas, nous commentons. Non, quand les États prennent position par rapport à cet état de choses, ils refusent de voir l'intérêt du peuple, ils refusent de voir la pertinence juridique et politique de ces décisions. Et cela va à l'encontre de l'histoire, c'est ce que je disais en début. Donc, il ne faudrait pas qu'on manque le coche en refusant d'entrer dans l'histoire, parce que le Mali est en train de faire quelque chose d'énorme sur le plan sous-régional, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et si les États africains de la CEDEAO n'arrivent pas à comprendre cela, eh bien, ça va être dommage dans les années qui viendront, parce que rien n'indique que cela ne va pas se reproduire dans d'autres États. Mais quand cela va arriver... Ah oui, des coups d'État dans d'autres États, pour que les militaires viennent nous sauver. Non, vous allez voir la différence des années 60, des années 80. Ce type de coup d'État n'est plus pareil. Là, c'est des coups d'État qui sont suscités quasiment par la volonté populaire. On a des officiers éclairés. Non, écoutez. On a peut-être des militaires au pouvoir, mais ce n'est pas complètement un pouvoir militaire. On a un pouvoir qui est civil et militaire. Prenez par exemple Abdoulaye Diop, il est civil. Ça a toujours été le cas. Les militaires ont toujours servi des civils. C'est juste pour dire qu'à la différence des années 60, 70, 80, que ces coups d'État qui se perpétuent ou se perpétrent au sein de la sous-région de la CEDEAO ne sont plus pareils. C'est plutôt des coups qui sont suscités parfois par le peuple parce qu'ils en ont marre d'un système caduque, d'une CEDEAO aussi amorphe quand il y a des crises et qui bombe le torse et bien quand il n'y a plus rien à faire. Donc, il ne faudrait pas passer à côté de l'histoire. Le Nigeria, le Ghana, le 3 juillet prochain doit pouvoir se ranger dans l'histoire. Se ranger déjà et comprendre que c'est pour le peuple en fait que la junte a pris ce genre de décision. Pour le bon. On va dire que il y a ce peuple-là qui a porté cette junte au pouvoir. Bon, si le peuple souffre aujourd'hui, c'est pas à cause de la junte, c'est à cause des sanctions de la CEDEAO. Donc, de façon légitime aussi, on peut comprendre que la CEDEAO doit pouvoir le 3 juillet se ranger dans l'histoire pour ne pas manquer le peuple malien. Voilà. Effectivement. Justement, il y a cette question des sanctions. Parce que de toute façon, d'ailleurs, tout porte à croire que le Mali avait bon espoir que les sanctions aient été levées la dernière fois parce qu'il y avait une circulaire qui était adressée à la douane, en tout cas, il se préparait à ce que les sanctions soient. Est-ce que cette décision qui vient d'être prise peut contrarier on va dire, la CEDEAO au point de maintenir les sanctions de l'UEMOA, parce que c'est pas la même chose. Contrarier la CEDEAO l'est déjà, et cela met à mal la capacité de gestion sous-régionale de cette institution. C'est pas de bon augure que de voir un pays membre de la CEDEAO prendre une décision qui ne va pas dans la droite ligne de l'institution. Et vous savez, en même temps, les pays sont libres, c'est pas parce qu'on est dans la CEDEAO. Les pays sont libres, mais les pays ont décidé de s'inscrire dans un processus d'intégration, intégration régionale, ce qui signifie on essaye de travailler ensemble par rapport aux problèmes communs. Et ici, nous sommes en train de faire face à un problème de leadership, un problème de mode de leadership. Et quand vous regardez ce décret qui a été pris, ce décret met en mal forcément la CEDEAO, mais ce n'est pas la seule disposition qui a été prise par rapport à la durée de la transition. Le Burkina a décidé de faire une certaine durée et n'est pas revenu dessus. La Guinée aussi a décidé de faire une certaine durée, n'est pas revenu dessus.
Et le Mali, qui était le pays qui avait entamé ce bal et avec qui on a négocié, sur lequel on a posé des sanctions, était toujours ouvert dans la négociation. Jusqu'à il y a quelques heures où le Mali a aussi décidé, écoutez, je prends mon décret, si le Burkina l'a fait et que la CEDEAO a grogné, mais pourtant le Burkina n'est pas revenu, la Guinée l'a fait, la CEDEAO ne partage pas forcément l'avis, mais pourquoi pas le Mali? Pourquoi est-ce que le Mali va continuer à négocier alors que c'est le Mali, c'est sur le Mali que pèsent toutes les sanctions? Le Burkina n'est pas sanctionné, la Guinée n'est pas sanctionnée, mais pourtant ces deux pays-là... Non, ils n'ont pas les mêmes types de sanctions. Oui, c'est la pas... Guinée et le Burkina Faso n'ont pas été sanctionnés par l'UEMOA. Oui, c'est de ça que je suis en train de parler, donc merci de le faire ressortir. Quand je parle de n'est pas sanctionné, je parle de ce genre de sanctions, et cette sanction qui fait souffrir votre population, mais pourtant ces pays ont adopté... Le Burkina a parlé de 36 mois. La Guinée, bon, je ne me souviens pas exact du nombre de temps. Je pense qu'ils sont allés à 5 ans. Voilà, un mandat. Mais... Et on n'a pas sanctionné forcément de la même façon la Guinée. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce comportement, c'est clair que cela n'arrange pas la CEDEAO, mais cela met en mal la capacité de l'institution à réellement fédérer la dynamique de leadership dans la sous-région. Et ça, cela remet en cause même l'essence de l'institution. Oui. Parce qu'il faut souligner au départ que c'est une institution d'intégration économique. Oui. Et cet aspect est totalement mis en mal vu le fait que le Mali est sanctionné et que le Mali constitue l'un des pays assez intéressants pour l'évolution de l'économie de la sous-région. Oui. Et maintenant, l'institution, à un moment donné, a décidé de passer à une intégration politique. Oui. Et cette intégration politique est aussi largement mise en mal parce que vous avez le Mali qui est progressivement en train de se désolidariser de la CEDEAO. De la CEDEAO. Je ne sais pas si les experts de la CEDEAO ne voient pas venir cela, et j'espère qu'ils le voient suffisamment venir pour rattraper, comme mon confrère le dit, mais je ne vais pas le dire d'entrer dans l'histoire, puisqu'ils sont déjà dans l'histoire, mais quand même pour rattraper la situation. En quelques mots, qu'est-ce que vous dites? Que le Mali pourrait quitter la CEDEAO, c'est ça? C'est une possibilité à ne pas... Pour se rattacher à quoi? Au fait, le Mali est en train de développer une résilience impressionnante depuis que ces sanctions ont été faites. Et vous allez voir la démarche malienne vis-à-vis des autres accords ou des autres partenaires. Le Mali a dépêché une équipe en Russie. Le Mali est en train de négocier avec d'autres États pour pouvoir continuer dans sa résilience. Et ce décret vient nous montrer ici que le Mali est totalement résolu à travailler sa résilience. Et j'espère que la CEDEAO ne va pas laisser cela arriver parce que ça va permettre au Mali d'être totalement dans une nouvelle dynamique. Okay, voilà. Juste un dernier mot par rapport à ça. Et ça aussi, pour les sanctions, vous voyez les sanctions se lever, les sanctions être levées au prochain, le 3 juillet prochain. C'est l'un des risques que le Mali quitte la CEDEAO. On ne le souhaite évidemment pas parce que nous sommes dans une dynamique d'union sous-régionale, économique, politique, globale et aussi sociale. Mais nous en sommes arrivés à un point où on a trop brimé le Mali comparé à d'autres qui vivaient la même situation. Ça, c'est votre avis. Et après, on se dit, est-ce que derrière toutes ces sanctions, il n'y a pas une main derrière? La fameuse théorie. C'est pas qu'une théorie, parce que cette théorie peut s'avérer correcte et juste à partir du moment où on sait que le premier partenaire financier de ces institutions régionales sont bien sûr ceux de dehors. Et quand je parle de ceux qui sont dehors, vous voyez bien de qui il s'agit. Donc, on en arrive à un point où le Mali vous êtes en train de dire comme beaucoup que voilà, il y a quelque temps c'était la France qui manipulait les présidents francophones, donc la France manipule ici le Nigeria, le Ghana, ainsi de suite contre le Mali. Vous pouvez le prendre, mais de façon tacite, mais ce dont il est question, c'est que le Mali... Est-ce que c'est pas un peu trop facile? Le Mali arrive, en tout cas, comme le disait mon confrère, à opter pour une résilience vraiment salutaire. Et ça, c'est pas médiatisé. Les tentatives de renforcement de la diplomatie avec la Russie, avec... enfin... Pas que de la diplomatie, je vous rassure que tout le monde travaille avec la Russie, même le Bénin travaille avec la Russie. Non, on vient de fêter 60 ans de relations la semaine passée. Il y a même eu un mémorandum qui a été signé dernièrement. Vous n'avez pas me dit que le Bénin a signé un mémorandum avec la Russie. Un mémorandum a été signé avec l'ambassadeur de la Russie au Mali. Et ce mémorandum prend en compte des implications
directe de la Russie dans la gestion minière, dans la gestion des ressources. Et tout ça, ça a une connotation économique très importante. Ouais. Parce que ce n'est pas que ça. Le Mali aussi derrière est en train d'anticiper au cas où la CEDEAO ne va pas revenir sur ses positions, eh bien, le Mali va pouvoir trouver des moyens simples et sûrs. S'arrimer à la Russie. Bon, on Pas va que la Russie. Et ça pourrait pourrait faire office de jurisprudence dans la sous-région. Parce que si ça marche pour le Mali, eh bien, dites-vous, les autres États, qu'est-ce qu'ils ont à attendre? De toute façon, le principe fondamental de la CEDEAO, c'est que les pays sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein, donc, oui, et si vous le à la permettez, limite, par rapport au Ghana et au Nigeria, les rumeurs qui circulent, pour parler des rumeurs, ça on pourrait sait se au moins comprendre. que le Ghana a toujours été ferme là-dessus. Oui, ça peut se comprendre. Pourquoi? Parce que le Ghana est à la tête de la CEDEAO et donc le Ghana a le devoir de renforcer la position de la CEDEAO. Pour le Nigeria, good luck Jonathan. Il est ressortissant du Nigeria et dire que le Nigeria ne soutienne pas la position de la CEDEAO reviendrait à remettre en cause les compétences, les capacités d'un ressortissant nigérien. Donc cela pourrait se comprendre sur cette base. Les deux pays anglophones ont des intérêts directs par rapport à la position de la CEDEAO vis-à-vis de ce qui se passe au Mali. Voilà, merci. Morgana Soba-Mentondi, je rappelle que vous êtes consultant et analyste géopolitique. En face, Hamzat Abdoulaye, analyste politique et consultant en relations internationales. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour d'autres décryptages de l'actualité internationale.